Eux, ils vont essayer de devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas pour rentrer un peu dans les codes sociaux, dans les attendus de l'école, dans tout ce qui est nécessaire de faire dans leur vie pour avoir une vie à peu près d'aplomb. Et ça, c'est très énergivore et très fatigant, par exemple. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. Être une personne au potentiel et porteuse d'un trouble neurodéveloppemental, c'est vivre un paradoxe quotidien. D'un côté, cette personne a des talents remarquables. De l'autre, elle doit gérer des difficultés pouvant la pénaliser très fortement. Il arrive souvent qu'une de ces exceptions cache l'autre. La situation est-elle alors inextricable? Non, affirme haut et fort mon invité. Docteur en psychologie, spécialiste des thérapies comportementales et cognitives, elle travaille au quotidien avec des personnes à haut potentiel, porteuses d'un trouble neurodéveloppemental ou qui sont les deux à la fois. Dans son tout dernier livre, Doublement exceptionnel, paru aux éditions Marabout, elle explique les particularités de cette situation et donne des clés pour en comprendre les enjeux. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Béatrice Millettre. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je me suis interrogée, qu'est-ce qui vous a conduit en fait à cette expertise, on va dire, cette spécialité, à vous intéresser en tout cas à ce sujet en tant que psy? Alors ça remonte un peu loin, je réfléchissais à ce que j'allais vous répondre. Ça remonte très très loin parce qu'en fait je me suis intéressée au potentiel d'abord, depuis des années, voire un peu plus que peut-être des décennies même maintenant. Oui. À l'époque où on n'en parlait pas et ça m'avait interpellée de recevoir des gens qui me disaient j'ai besoin de me faire interner à Sainte-Anne, alors qu'en fait ils étaient, moi c'est ce que je dis toujours, normaux autrement. Ils n'avaient pas de pathologie, c'est pas des critères diagnostiques, y a pas de... mais ils ressentaient un mal-être d'ignorer finalement leur singularité et d'ignorer qu'ils pouvaient fonctionner avec ces singularités-là. Et puis petit à petit, aujourd'hui, les troubles neurodéveloppementaux sont beaucoup mieux pris en considération, sont mieux connus et on se rend compte que on peut avoir un trouble neurodéveloppemental et en même temps être au potentiel. Et alors là, moi, ça m'a fait un peu comme l'injonction paradoxale de l'ordinateur. Je me disais, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Par exemple, au potentiel, vous l'avez dit très bien dans votre introduction, on a des capacités. Trouble neurodéveloppemental, je dis pas que c'est un handicap, ça peut l'être d'ailleurs, mais pas pour tout le monde. Mais en tout cas, avec des caractéristiques qui sont parfois complètement opposées. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Et en me plongeant dans la littérature et en regardant ce que font les autres pays, notamment anglo-saxons, ça fait des années et des années qu'eux, ils ont identifié ce double concept finalement, de double exception, triple exception, enfin de multiples, avec des accompagnements très singuliers justement, très adaptés et très particuliers. Et je crois que c'est ça qui m'a fait entrer dedans. C'est toujours, quand j'écris un livre ou que je rentre dans un sujet, c'est toujours par les personnes que je reçois et que j'accompagne, qui m'apportent une problématique qui à un moment donné me fait dire mais... c'est bizarre, il y a un truc. Je ne peux pas appliquer le canevas traditionnel, le canevas classique, la thérapeutique habituelle qu'on utilise pour tout le monde. À un moment, ça ne va pas marcher. Donc, vous cherchez. Donc, je cherche. Vous creusez. Je creuse, je cherche. C'est ça. Alors, évidemment, quand on s'interroge et quand on s'intéresse à ces deux sujets, il est important peut-être pour commencer d'abord de les définir. De quoi parle-t-on ? Alors, c'est la base. Les HPI, les hauts potentiels, on a tous quand même une idée de ce que ça peut être. Mais quand même, je trouve que c'est important de bien en saisir les contours. Oui, on a tous une idée, mais qui est pleine de stéréotypes et
dit défaut, j'ai quand même envie de dire. Donc, au potentiel, sont des personnes qui, par définition, sont plus intelligentes que la moyenne de leurs congénères, ce qui, en tout état de cause, ne veut absolument rien dire. Parce que qu'est-ce qu'on va mettre derrière l'intelligence? Donc, on peut mettre la mémoire, on peut mettre la rapidité de pensée, on peut mettre la complexité. Ce sont des gens qui sont plus à l'aise dans la complexité que dans des tâches simples, par exemple, ce qui est un peu un paradoxe quand ils sont à l'école. Mais il n'y a pas que ça. Et quand on regarde, finalement, on se rend compte sur toutes les publications et toutes les recherches dans le monde entier que ce sont des gens qui ont, j'ai envie de dire, un autre rapport au monde. Donc, ils ont majoritairement une intelligence intuitive, ils ont une plus grande intelligence émotionnelle, une plus grande intelligence sociale, ils ont des plus grandes intelligences et donc des caractéristiques, je parlais tout à l'heure de singularité, qui les rendent vraiment différents. Souvent, les gens nous disent, mais c'est qu'un QI. Mais non, c'est pas qu'un QI. Quelqu'un qui mesure 2 mètres de haut, il mesure 2 mètres de haut, mais ça ne s'arrête pas à ça. Ça veut dire qu'il a des os plus longs, il a des muscles plus longs, il a une physiologie qui n'est pas la même que quelqu'un qui mesurait 1,50 m, par exemple. Donc, on ne parle pas que de HPI quand on parle de haut potentiel ou de QI. On ne parle pas que de QI. On ne parle pas que de QI. On ne parle pas que de QI. Mais est-ce que haut potentiel et HPI seraient la même chose ou c'est un peu la même chose. Alors, si vous voulez, c'est là où c'est compliqué aussi. Oui, je sais bien. C'est un peu complexe. Oui. Parce qu'on n'a pas tous la même définition d'un pays à l'autre, par exemple. Pour les Québécois, moi, je trouve qu'ils ont une approche qui est très humaine et très humaine. Pour eux, c'est 10% de la population. Ils ne parlent pas de haut potentiel intellectuel, mais de doués, de personnes douées. Oui. Et donc, par exemple, chez eux, un danseur étoile va être automatiquement au potentiel, parce qu'il a des capacités qui s'éloignent quand même de la norme. Un restaurant étoilé, par exemple, un restaurateur étoilé de même. Donc, il n'y a pas cette question de intellectuel qu'en France, on a, mais qu'en fait, on n'a pas, parce que quand on regarde les textes de l'éducation nationale, puisqu'au début, on est rentré dans le haut potentiel par l'éducation, eux, ils parlent d'enfants haut potentiel, EHP, et ils précisent un potentiel intellectuel ou créatif, par exemple. Oui. Donc, c'est un peu flou. Malgré tout, la définition, c'est un peu flou. Donc la surdouance serait la même chose que le haut potentiel? C'est à peu près la même chose, avec des mots qui ont évolué au cours des décennies, finalement. En revanche, on est d'accord qu'un haut potentiel ou un surdoué, avec la définition que vous venez de donner, peut avoir un QI qui finalement ne performe pas parce qu'il y a et notamment dans la double exceptionnalité, parce qu'il y a des choses qui ne se voient pas à ce moment-là. Alors, c'est pas parce que vous avez un haut QI que vous allez être performant, par exemple, socialement parlant, parce que, encore une fois, ce sont des singularités, des modes de fonctionnement tout à fait différents. Quand je parle d'intelligence intuitive, l'exemple que je prends toujours, mais qui nous parle à tous, parce qu'on est tous passés à l'école, c'est l'intuition mathématique. Un jeune qui a l'intuition mathématique, ça veut dire il lit son énoncé, et pof, il a le résultat qui tombe de la tête. Il n'y a pas d'étapes intermédiaires. Donc, si on lui demande comment le situe, il répond « je ne sais pas ». C'est un peu Archimède dans sa baignoire. Et donc, si au fil de l'eau, parce que c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est tellement prise en compte à l'école, au fil de l'eau, si on ne lui dit pas que son résultat est juste et qu'il peut faire comme ça, quitte à ensuite aller chercher des étapes, il va perdre cette intuition mathématique. Et finalement, il va commencer à fonctionner un peu à l'envers de lui-même, et ça va pas être spontané, ça va être source finalement de fatigue, de beaucoup d'énergie, et il risque à ce moment-là de devenir, par exemple, mauvais en maths. Alors qu'il a le potentiel pour être bon en maths, mais il risque de le perdre. Donc, avec cette histoire aussi de normes sociales qui parfois lui échappent, de codes, même pas de codes sociaux, de qu'est-ce qui est attendu à l'école. Et donc, finalement, on peut être au potentiel et en échec scolaire. Oui, ou est-ce qu'on peut être au potentiel et avoir un QI quand on le mesure qui finalement est normal? C'était ça ma question, en fait. Alors, normalement, non. Normalement, non, parce que le QI est quand même l'indicateur c'est la manière dont on va objectiver, qui n'est pas la meilleure manière, finalement. Le test du QI, si vous voulez, il est fait au départ pour tout le monde, y compris les déficients intellectuels et y compris les hauts potentiels. Ce qui fait qu'en pratique, il n'est pas tout à fait adapté ni d'un côté ni de l'autre. Il est plus approprié pour les personnes neurotypiques, c'est-à-dire tous ces gens qui fonctionnent, ça n'existe pas non plus globalement, mais dans une norme, qui, eux, viennent pas le passer. Donc, ça veut dire aussi exactement la même chose que je disais pour l'école. S'ils n'ont pas conscience de ce qu'on leur demande, ils vont répondre à côté. Et moi, j'ai l'exemple aussi d'une petite fille que j'ai accompagnée, qui avait été qui était revenue avec un diagnostic de déficience intellectuelle. On parle de diagnostic. Et sa maman était venue me voir parce que je la connaissais. Elle me dit, est-ce que vous pouvez vérifier? Parce que je suis quand même un peu perplexe. Et notamment, dans le test, il y a des questions de vocabulaire et on demande de définir une vache. Et pour cette petite fille, définir une vache, elle me répondait à chaque fois, je ne sais pas. Je dis, c'est quoi une vache? Je ne sais pas. Et pendant 5 minutes, c'était vraiment, je ne sais pas. Je lui dis, t'as déjà vu des vaches? Oui. Dis-moi ce que c'est. Je ne sais pas. Et en fait, c'est pas qu'elle ne savait pas. La réponse attendue, si vous voulez, c'est juste un animal. Mais
pour un haut potentiel, c'est absurde. Parce qu'un animal, vous expliquez à un extraterrestre qu'une vache, c'est un animal, ça veut dire que tout ce qu'il y a sur la planète, c'est des vaches. Donc ça n'a aucun sens. Et donc, elle, ce qu'elle essayait de me dire avec son je ne sais pas, c'est je ne sais pas te l'expliquer. Et donc, si on s'arrête, si on n'a pas avant essayé d'évaluer comme ça dans un entretien la personne qu'on a en face de nous... Je ne sais pas ce qu'on attend de moi. Voilà, exactement. Et d'expliquer, d'expliciter, et de se dire, cette jeune fille, elle sortait du Louvre et du département de Mésopotamie, donc elle avait déjà vu des vaches quand même. Oui. Donc on se dit, mais non, il y a un truc, si elle ne me le dit pas, c'est pas qu'elle ne sait pas, c'est qu'il y a autre chose. Et donc effectivement, on peut avoir des personnes au potentiel dont le QI n'est pas à 100 autour de la moyenne, mais qui est mal mesuré finalement. Oui. C'est intéressant parce que quand on s'intéresse aux troubles neurodéveloppementaux, alors j'ai du mal à le dire vite. Oui, c'est pas facile, on est d'accord. Vous avez une abréviation que vous utilisez, vous ? On parle de TND, maintenant c'est aussi le plan gouvernemental TND, troubles neurodéveloppementaux. C'est ça. Quand on parle de ce trouble, il peut cacher justement le HPI. Tout à fait. On pense évidemment... alors maintenant, on va passer au trouble pour le décrire. Mais forcément, quand on pense à des enfants qui sont dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques, toute la famille des 10, on peut imaginer que quand ces gens-là passent des tests de QI, ou même des enfants qui sont TDAH, sur l'item de la concentration dans le QI, ils sont peut-être un peu ailleurs. C'est des personnes qui zone out un peu parfois. Oui, complètement. Oui. Et c'est bien pour ça que dans ces cas-là, on préconise d'abaisser le seuil qui est en France fixé à 130 pour le QI, de l'abaisser à 120, par exemple. Parce que justement, on sait que ça peut impacter la performance lors du test de QI, notamment. Alors, si on passe maintenant sur les troubles et qu'on veut en dresser un petit peu un panorama, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Comment est-ce que ça a évolué la connaissance finalement de ces troubles et où est-ce qu'on en est ? C'est un peu large comme question, excusez-moi. C'est un peu large, je vous en prie. Donc, on parle des troubles du neurodéveloppement, ce qui veut dire que c'est quelque chose de neurologique. Donc, dedans, il y a trouble et il y a neurodéveloppement. Donc, trouble, ça veut dire que ça provoque, alors pas forcément un handicap, mais des difficultés. Et ça fait partie des critères diagnostiques, c'est que si on a un problème d'attention, mais qu'il n'y a pas de problème particulier lié à ça, on peut se dire, bah oui, je perds un peu mes affaires, machin, mais globalement, socialement, j'ai une vie, professionnellement, j'ai une vie. Enfin, il n'y a pas d'impact sur les résultats escomptés dans une situation donnée. On ne peut pas parler de trouble du neurodéveloppement. Il faut qu'il y ait vraiment un impact. Donc, ça s'appelle un trouble quand même. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on en parle beaucoup et on a beaucoup de gens aujourd'hui qui, à juste raison, se réclament non pas d'un handicap, mais disant c'est plein de qualités. Mais il ne faut pas minimiser que pour une personne atteinte d'un trouble du neurodéveloppement, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc ça, c'est le côté trouble déjà, et je vais revenir après sur les catégories. Oui. Et du neurodéveloppement, ça veut dire que le système nerveux, le cerveau va se développer un peu différemment de la façon dont il se développe chez une personne qui va suivre les étapes, alors statistiquement, dans la moyenne normale d'un neurotypique. Donc ça va être des étapes un peu différentes du développement. Et donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie quand on a un trouble du neurodéveloppement. Un peu, vous venez au monde avec un doigt en moins, il ne va pas repousser tout seul. Donc, c'est quelque chose que vous gardez toute votre vie. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est partie prenante, partie intégrante de la personne. On pourra ensuite, comme par exemple dans des problèmes d'yeux, on met des lunettes. On ne va pas résoudre le problème, guérir le problème des yeux, on va mettre des lunettes dessus. Donc, on peut trouver des aménagements, mais ça fait partie intégrante de la définition de qui est la personne, finalement. Comme le haut potentiel, mais qui, lui, n'est pas un trouble. Et donc, dans les troubles du neurodéveloppemental, alors, on a quelques-uns. On a le trouble du spectre de l'autisme. On a tous les troubles 10, dont vous avez parlé, dysgraphie, dyslexie, dysorthographie, tout ce panel. Dyscalculie, le trouble, j'y arriver, le TDAH, le trouble de l'attention. Oui. Et on peut rajouter, parfois on rajoute le syndrome de Gilles de la Tourette, qui est un peu d'éthique, des choses comme ça, mais qui est beaucoup plus rare. Donc, globalement, on parle de ces trois-là majoritairement, le trouble du spectre de l'autisme, les 10 et le TDAH, le trouble de l'attention. On voit d'ailleurs dans le cerveau qu'il y a des choses qui sont similaires parce que ces troubles-là, finalement, ils ne se ressemblent pas vraiment. Non. Entre un TDAH ou un 10, alors parfois ils ont les deux, ça peut arriver. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si on les prend indépendamment... Si on les prend indépendamment, il n'y a pas de rapport et il n'y a pas d'outils qui vont être communs à chacun des troubles. Ce que vous dites est très juste, c'est ce qu'on appelle la comorbidité. Par exemple, quelqu'un qui est dans le spectre de l'autisme a quasi systématiquement d'autres troubles, mais y compris d'autres troubles en dehors des troubles neurodéveloppementaux. Par exemple, ils ont souvent de l'épilepsie aussi, par exemple. Oui.
Dans le trouble de l'autisme ? Oui. Le spectre autistique. Dans le spectre autistique, ils ont souvent des problèmes d'épilepsie, de l'anxiété, des troubles de la dépression, des choses comme ça. Donc, mais globalement, si on prend un séparément, ce qui c'est pas toujours le cas, eh bien, les outils vont pas être les mêmes parce qu'on parle de choses vraiment très, très différentes. Entre la dyslexie et le trouble de l'attention, ça n'a rien à voir. Vous, les patients qui arrivent chez vous viennent principalement maintenant, aujourd'hui, pour ces raisons-là ? Ils viennent vous consulter parce que vous êtes connu sur le sujet ou Alors, moi, je suis connue au départ sur le haut potentiel, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, souvent, ils nous sont adressés par les enseignants quand on parle des enfants. Après, effectivement, comme je suis un peu connue sur le sujet, ils viennent me voir pour ces questions-là, et notamment sur cette question de double exceptionnalité qui n'est pas encore très bien prise en compte ni connue en France. Alors, cette fameuse double exceptionnalité, comment elle est documentée aujourd'hui ? Et puis, c'est donc cette association des deux, du haut potentiel et du trouble du neurodéveloppement. Est-ce que c'est quand même assez récent, finalement C'est récent chez nous. Oui. Les anglo-saxons s'y sont intéressés depuis des décennies, depuis, je ne vais pas dire 50 ans, mais presque. Donc, chez eux, c'est très bien documenté. On a des enfants qui sont pris en charge assez rapidement avec des manières de les aider qui sont différentes. Parce que si on est, entre guillemets, juste atteint d'un trouble du développement, si on est juste au potentiel, on ne va pas utiliser les mêmes outils que si on est les deux, par exemple. Donc, c'est là où, finalement, en France, on se rend compte que je ne dirais pas qu'on est en retard, parce que chacun suit son rythme, mais il faut qu'on intègre des outils qui tiennent compte des deux. Parce que pour avoir interrogé des psys, je pense à Nicolas Gauvry sur le sujet, tout à fait. avec sa BD sur les HPI, et puis un psychiatre récemment, Hugo Baup, ils disent quand même la même chose, que les HPI, en général, ont plutôt tendance à avoir moins de troubles, mais parce qu'on parle que du QI, et qu'ils ont une vie plutôt quand même plus facile que les autres, parce que ils réussissent facilement. Que ce soit les études, le sport, plus facilement. Oui, globalement, effectivement, le HPI, c'est pas une pathologie. Ce qui veut dire que si c'est une pathologie, ça voudrait dire que tout le monde va mal. Quand on a une jambe cassée, on a mal. Donc, une pathologie, c'est ça. Ça crée une souffrance, il y a une problématique et il y a des difficultés. Donc, au potentiel, c'est pas ça. Mais ce qui n'empêche pas d'avoir des difficultés. Statistiquement, ce sont des gens qui vont bien et qui, effectivement, on est tous d'accord là-dessus, ça n'est donc pas une pathologie. Ils vont bien, et ils vont même mieux que les neurotypiques. Le haut potentiel agit en sorte comme une espèce de protection. Ils sont moins anxieux, ils sont plus sociaux, contrairement à l'idée reçue qu'on en a. Mais ils sont pas anxieux, enfin, ils peuvent. Ils sont bien intégrés, ils ont une vie, je vais dire que tout leur réussit, parce que des fois, à force de réfléchir tout le temps, ça peut complexifier leurs problématiques. Mais oui, globalement, ils vont bien, et ils vont mieux que la majorité des autres. Mais donc là, on parle de double exception, ce qui veut dire au potentiel, selon, encore une fois, les chiffres, on est entre 2,5 et 10%, selon les pays. D'accord. De la population, oui. C'est quand même une fourchette assez large encore. Oui. Mais 2,5 chez nous, 10% au Québec. Donc voilà, en gros, on est à ça. Oui. Les troubles du neurodéveloppement, on est pareil, à peu près à 10%. Selon si on met un peu tout le monde dans tous les troubles ensemble. Alors que j'ai même entendu des experts parler entre 15 et 20%. Oui, Et donc là, en fait, quand on parle de double exception, si on prend les 2 à 10% des hauts potentiels et les 10% des troubles neurodéveloppementaux, donc ça fait 10% de 10%. Si je peux dire. Donc c'est important. Enfin, donc c'est pas, ça de fait toute façon, monde, même mais si c'est rare, c'est important. Voilà, mais c'est là, ça. on voit qu'en plus, c'est pas si rare que ça. C'est pas si rare que ça. C'est pas si rare que ça, et c'est pas si rare que ça, si vous voulez, parce que aujourd'hui, on a ce mouvement, de la neurodiversité, qui nous explique qu'on a tous des fonctionnements cognitifs, neurologiques différents qui nous sont propres, et que c'est important de les reconnaître pour qu'on puisse être vraiment en phase et ancré avec soi-même. Donc ça, c'est un mouvement qui est super important pour l'identité de chacun, finalement, à l'époque qui est la nôtre. Et, comment je vais dire ça ? Un peu paradoxalement, quand vous avez ces mouvements, on a des collectifs dans les entreprises de neurodiversité, on a des collectifs voilà. Quand on regarde les gens qui parlent, qui sont représentatifs de la neurodiversité, alors ils disent « je suis dans le spectre de l'autisme, je suis dyslexique, je suis TDAH, je suis voilà, tout ça ». La plupart d'entre eux sont aussi, à mon avis, au potentiel. Ils ont des vies, ils sont bien intégrés. Je minimise pas les difficultés qui sont les leurs, et on va y revenir évidemment. Bien sûr, longuement, oui. Bien évidemment, c'est difficile, c'est de l'adaptation en permanence, c'est de la fatigue, c'est beaucoup d'énergie. Donc il y a beaucoup de masking, de camouflage. Donc je minimise évidemment pas tout ça. Mais globalement, les figures qui aujourd'hui s'élèvent pour parler des troubles du neurodéveloppement sont, à mon avis, un peu ces doubles exceptionnels-là, parce que les autres, quand on parle du spectre de l'autisme, par exemple, à une extrémité, on est quand même avec des gens qui sont dans la déficience intellectuelle, qui sont non-verbaux, qui sont non-oralisants, qui ont des handicaps moteurs.
on ne peut pas dire que c'est rien pour ces gens-là, et on ne peut pas dire que ce n'est pas des souffrances, que ce ne sont pas des difficultés, même s'ils ont plein de qualités, bien évidemment, et si ce ne sont pas eux qui vont être aux premières loges et qu'on va voir partout, finalement. Et quand on voit des parents ou là, des on peut adultes... plus parler de handicap, en l'occurrence. Exactement. Et c'est pour ça aussi que c'est compliqué, parce qu'on parle d'un spectre. De grosses souffrances. Exactement. Exactement. Alors, je ne dis pas que chez les doubles, il n'y a pas de souffrance. Non, il y a de la souffrance aussi, mais on ne parle pas de la même chose. Et donc, c'est ça aussi, si vous voulez, qu'on parle de double exception avec le sentiment que c'est très peu de monde. Mais en même temps, je pense que ce sont ceux qui sont aussi sur la place publique et qui donnent l'impression... Moi, je me souviens d'une dame qui me dit, mais vous dites que les autistes, majoritairement, sont dans la déficience ou à la limite, dans un QI moyen, mais c'est parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués. Statistiquement, c'est quand même un peu ce qu'on a comme chiffre, finalement. C'est pour ça que d'ailleurs, chez les psychiatres également, ils font bien la distinction entre le trouble du spectre autistique et l'autisme. En fait, il semblerait qu'il y ait quand même aussi... Oui, on peut parler de traits autistiques aussi, des caractéristiques de l'autisme sans être autiste finalement. C'est très compliqué. Oui, c'est complexe. C'est très, très compliqué. C'est complexe et donc on marche toujours un peu forcément sur les œufs. Oui, on ne sait plus comment en parler, on ne sait sait pas quoi dire, on sait pas... C'est très, très compliqué. Il ne faut pas froisser les gens parce que c'est leur vie et c'est difficile. Mais c'est vrai que c'est très, très complexe. Alors, quand on est dans la peau d'un adulte, par exemple, qui nous écouterait et qui peut se dire « Ah bah tiens, est-ce que moi, finalement, je suis dans cette catégorie-là » Est-ce qu'il y a quelque chose quand même d'assez commun, quel que soit le trouble, parce que le haut potentiel, c'est un haut potentiel, même si après, évidemment, il a des couleurs, vous l'avez dit tout à l'heure, un surdoué en cuisine, un surdoué en sport, etc. Mais sur le trouble, il y a aussi les couleurs, puisqu'on a vu qu'il y avait quand même 3 troubles différents. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en commun Est-ce qu'il y a des choses en commun dans le ressenti, en fait, de ces personnes-là ? Je pense que le point le plus commun, parce que comme on l'a dit, évidemment, ce sont des caractéristiques très différentes d'un trouble à l'autre, ça va être aussi la grande fatigue que ressentent tous ces gens. Parce qu'ils sont quasi obligés, voire pas quasi d'ailleurs, ils sont obligés de s'adapter en permanence, c'est pas de s'adapter dans le sens on s'adapte l'une l'autre à notre registre de langage, vous jouez au domino avec votre grand-mère, vous allez adapter votre posture, on s'adapte pour entrer en interaction avec notre interlocuteur, donc c'est-à-dire on s'ajuste si on veut, plutôt que de s'adapter. Eux, ils vont essayer de devenir quelqu'un qu'ils ne sont pas, pour rentrer un peu dans les codes sociaux, dans les attendus de l'école, dans tout ce qui est nécessaire de faire dans leur vie pour avoir une vie à peu près d'aplomb. Et ça, c'est très énergivore et très fatigant, par exemple. Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir ce type de ressenti en se disant à la fois je sens bien que je suis quand même douée, que je comprends bien les choses, et en même temps, j'ai l'impression d'être complètement nulle. Ce double sentiment qui cohabite, qui peut être très... incompréhensible en réalité. Oui, parce que, donc ça, il y a plein de raisons possibles. Il y a effectivement qu'ils ne comprennent pas que les autres ne fonctionnent pas comme eux et inversement. Ce qu'on fait tous d'ailleurs, on imagine que le voisin fonctionne de la même façon. Hein. C'est le 6 et le 9. Hein, là. Oui, voilà, et c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. On fonctionne pareil et on projette sur l'autre qu'on fonctionne de la même façon. Et voilà, donc là c'est pas du tout le cas de ce fait. Ce qui est compliqué, je disais tout à l'heure un peu rapidement, qu'une personne au potentiel est plus à l'aise dans la complexité, c'est-à-dire donnez-lui un exercice de maths le plus difficile, il va le résoudre alors qu'il va avoir du mal à résoudre le plus facile. Et ça, vous vous dites, mais quand même, je suis complètement nulle. Troublant. C'est troublant, on se dit, mais tous les autres y arrivent, moi j'y arrive pas. Et pourtant, là où c'est compliqué, j'y arrive, mais là où c'est simple, j'y arrive pas. Donc, il y a aussi cet aspect-là qui est intrinsèque. Je dois être un peu nul. Je dois être un peu neuneux quand même, finalement. Et de se dire, mais enfin, on me dit, j'ai du vocabulaire, les machins, mais des fois, je dis des choses et personne ne me comprend quand je parle. Donc, à un moment, oui, ça fait très problématique, finalement. Dans votre livre, d'ailleurs, vous proposez une métaphore assez jolie pour expliquer la différence entre une personne neurotypique, une personne au potentiel, une personne atteinte d'un trouble du neurodéveloppement. Ça y est, j'y arrive bien maintenant. Oui. Et une personne... qui a la double exceptionnalité, avec ces personnes qui traversent un champ pour construire une autoroute. Vous vous souvenez ou pas ? Oui, tout à fait. Donc en fait, ma métaphore, c'était de dire on se trouve devant un champ de maïs et il faut traverser pour aller construire une autoroute. Alors le neurotypique, encore une fois, sans que ça soit péjoratif, hein, mais... C'est par contraste aux autres. On l'a dit, c'est une métaphore. On a dit, c'est juste une métaphore. Ouais. Lui, il va traverser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, puis il va finir par faire un chemin, et puis il va faire un peu au fur et à mesure. Et voilà. Le haut potentiel, lui, il va sortir toutes ses affaires, il va prendre le drone, il va tout réfléchir, tout anticiper, tout calculer, il met le drone en face, il voit la structure du champ, et bam, il démarre, et il tient compte aussi s'il y a des animaux, pour que, au lieu de la mettre là, l'autoroute, on va la mettre un petit peu à côté. Il essaye d'avoir cette vision globale, donc il essaye de prendre en considération
commençant les tenants et aboutissants, et puis il y va d'un coup. C'est un peu en tout ou rien. Oui. Et il arrive de l'autre côté, c'est fini. Une personne qui aurait un trouble du neurodéveloppement, il va se trouver avec toute cette bonne volonté, puis un peu tous ces outils vont s'envoler. Au moment où il a envie de les attraper, il n'y a plus rien, il les a perdus. Ça peut être un peu désorganisé. C'est un peu désorganisé, donc il va avancer, et puis à un moment donné, il va voir une biche, et puis il va essayer de la suivre, et puis là, il va se dire, faut que je lui fasse un enclos, parce qu'il faut que je fasse un pont pour qu'elle traverse l'autoroute. Il part sur un autre truc, quoi. Et il part sur le pont de l'autoroute, et puis... là, on voit bien le cerveau en arborescence, quand vous dites ça. Hein. Voilà, et puis... oui, mais le haut potentiel, il a aussi le cerveau en arborescence, mais en même temps, il sait qu'il va de l'autre côté. Et donc là, finalement, vous aurez votre autoroute. Elle sera peut-être pas au même endroit, elle sera peut-être pas linéaire. Il y aura eu un pont par-dessus, il y aura eu un tunnel pour éviter, je sais pas quoi, les hérissons. Ça sera autre chose. Alors, on peut dire que c'est très très créatif. Oui. Effectivement, vu de l'extérieur, c'est très très créatif. En termes d'efficacité, c'est pas le chemin le plus direct. Le passeur d'ordre va se dire, c'est quand même pas le chemin le plus direct. Voilà. Effectivement. On a fait le détour par la biche, etc. Oui, voilà. Et alors, celui qui a la double exceptionnalité, on a presque le sentiment que c'est génial, parce qu'en fait, il a le côté, il dit comme ça dans la métaphore, il aurait presque le côté créatif, un peu balade, et en même temps, le côté j'y vais quand même. Oui, c'est ça, c'est les deux en même temps. Sauf qu'il n'est pas convaincu non plus qu'il va arriver de l'autre côté. Parce qu'il n'a pas forcément... Oui, il doute beaucoup. Et donc, finalement, son autoroute, elle va peut-être pas arriver au même endroit. Ou elle va peut-être pas arriver du tout. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. Normalement, tous les chemins mènent à Rome, mais pas forcément. Pas forcément. Donc ça, c'est intéressant. Alors, est-ce que ce sont des personnes qui souvent sont plus particulièrement en souffrance, ou pas forcément, comme dans le cas du surdoué? Quelle est l'adaptation au monde, finalement? Est-ce que ça dépend du spectre de chaque trouble, ou est-ce que ça dépend d'autres facteurs? Alors, ça dépend du spectre de chaque trouble, effectivement. Comme je disais tout à l'heure, c'est compliqué quand on parle de l'autisme et qu'on regarde, par exemple, les caractéristiques diagnostiques. À un moment donné, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai essayé de suivre des formations, pas essayé, j'ai été en vous contact. Avez vraiment creusé. J'ai essayé de creuser parce que quand on regardait, par exemple, c'était il y a quelques années quand même maintenant, et donc j'ai contacté aussi des gens, des spécialistes, en disant mais je comprends pas. Et on disait par exemple les personnes au potentiel ont de l'empathie. Ils sont sensibles. Et on disait les personnes dans le spectre de l'autisme n'ont pas de l'empathie, mais ont de la sympathie, par exemple. Et non pas d'intuition, alors que les hauts potentiels, ils ont de l'intuition. Je me disais, mais comment on met les deux ensemble? Les deuxièmes ne décodent pas les émotions facilement. Moins facilement. Donc je me disais, mais comment mettons les deux ensemble? Et effectivement, les spécialistes de l'autisme me répondaient, effectivement, on voit des fois des gens qui sont au potentiel comme ça, mais oui, on ne sait pas très bon parce qu'on ne sait pas très très bien. Et donc, quand on met les deux ensemble aujourd'hui, finalement, on se rend compte que une personne, par exemple, dans le spectre de l'autisme, pour définir le spectre de l'autisme, il y a plusieurs caractéristiques obligatoires. Donc, des problèmes de communication, d'interaction sociale et ce qu'on appelle les intérêts spécifiques, qui se subdivisent après en différentes catégories. Et donc, par exemple, pour une personne dans le spectre de l'autisme avec des intérêts spécifiques, par rapport à un haut potentiel, le haut potentiel s'intéresse à plein de choses. Il a cette curiosité, donc on peut dire que c'est la même chose. Et puis le TDAH peut avoir l'hyperfocus. Exactement. Ouais. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, le haut potentiel, il s'intéresse à plein de choses. Il va au bout d'un sujet, voire il le garde toute sa vie, puis il va en explorer d'autres. Et à un moment donné, si ça fait pas sens, il va laisser tomber le sujet. Par exemple, quelqu'un qui fait de la poterie dans son garage, à un moment, il dit « mais ça sert à rien, quoi ». Donc laisse tomber. Il va passer à autre chose. Non pas que ça l'intéresse plus, il va continuer à s'y intéresser, mais plus en dilettante, parce qu'il faut que ça fasse sens. S'il est en même temps dans le spectre de l'autisme, il va pas laisser tomber, par exemple. Il va garder son intérêt, qu'on appelle des intérêts spécifiques, et il va le garder, il va aller au bout, puis à un moment donné, peut-être il va le laisser dans un coin, et il va passer à un autre, mais non pas pour des raisons de sens à ce moment-là. La frontière est un peu floue. Oui. Pendant un moment, on disait effectivement que les personnes au potentiel allaient plus approfondir et que la personne autiste, mais pas forcément avec haut potentiel, restait un peu, entre guillemets, avec beaucoup de bémols à tourner en boucle, par exemple. Oui. N'allait pas aussi en profondeur qu'une personne au potentiel. Ce que j'entends, c'est que dans le premier, effectivement, il y a la question, il y a vraiment ce questionnement à un moment intérieur de qu'est-ce qui fait sens. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a moins d'automatisme, entre guillemets, peut-être. Il y a moins d'automatisme, il y a la question du sens qui est fondamentale. J'accompagne ma hauts potentiel, je pense une jeune fille, elle avait 12 ans, qui est venue en dépression pour un questionnement métaphysique.
Donc il y a quasi systématiquement chez les hauts potentiels, enfin même pas, on peut enlever le quasi, le questionnement métaphysique, effectivement, et la question du sens, de l'intérêt, de pourquoi je fais ça et pourquoi je le ferai pas, et à quoi ça sert si je le fais. Enfin voilà, il y a vraiment cette question un peu permanente et pour chaque action qu'ils entreprennent. Alors, quand on va par là, on voit qu'il y a aussi la sensibilité, voire l'hypersensibilité qui peut jaillir à ce moment-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là aussi où c'était complexe, quand on disait dans le spectre de l'autisme, il y avait moins cette sensibilité-là. On parle souvent d'ailleurs de sensorialité pour les personnes dans le spectre de l'autisme. C'est un des critères dans les intérêts spécifiques. Il y a 4 critères dans les intérêts spécifiques, enfin on ne va pas les passer, et dont un est la sensorialité. Donc, qui est plus aujourd'hui, parce que les critères diagnostiques ont évolué, c'est plus un critère à part entière, c'est un sous-critère, on va dire comme ça. Mais donc, effectivement, les personnes dans le spectre peuvent être hypersensorielles, hyposensorielles, voire rien du tout, et selon les moments. Et ce qui est bien indiqué aussi, et ce qu'on perçoit aussi, c'est qu'est-ce qu'ils font aussi de cette sensorialité. C'est pas, entre guillemets, juste le bruit me gêne, comme ça peut gêner une personne hypersensible, ça fait du bruit, je vais mettre un casque anti-bruit, je vais mettre de la musique, ou mon attention est happée parce que je suis sensible sur mes sens sont aux aguets, donc je perçois ce qui se passe à côté. Et pour les personnes dans le spectre, c'était aussi un intérêt spécifique. Ça veut dire que pour elles, c'était aussi une recherche de stimulation. C'est pas juste... Alors, il y a cette hypersensorialité, éventuellement hypersensibilité, mais il y a aussi une recherche de cette hypersensorialité, un peu paradoxalement parfois. Donc, c'est comme si elles rentraient, elles essayaient de se fondre dans cette émotion, dans cette sensorialité, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là, de baigner dedans, quoi. J'entends ça un peu. Oui, c'est ça. Alors que l'autre la repère plus en mode peut-être de vigilance aussi. L'autre la repère parce que ça fait partie de son mode de fonctionnement. C'est aussi là-dessus que va se greffer, vous parlez de pensée en arborescence ou par association d'idées. Si vous regardez, vous voyez passer une voiture, vous allez vous dire « Ah bah tiens, il faut que je change ma voiture. Ah mais celle-là, quelle couleur, et c'est machin, et c'est bidule. » Et hop, ça démarre. Ah oui, mais alors les batteries, oui, mais les batteries électriques, c'est pas pour la planète. Oui, mais alors l'essence, pas bien. Mais alors le vélo, oui, mais le vélo quand il pleut. Et hop, vous êtes parti. C'est pas juste une voiture qui passe, par exemple. Et ça, c'est quoi alors Ça, c'est le haut potentiel. Ça, c'est le haut potentiel. Exactement. Et donc, s'il y a ça, plus l'odeur, plus machin, c'est ça aussi qui, de l'extérieur, parfois, peut donner l'impression que c'est un trouble de l'attention. Alors que ça n'en est pas un. C'est un fonctionnement. Il s'agit de faire avec, effectivement. On ne peut pas se laisser disperser quand on a un dossier à traiter. Mais ça fait partie intrinsèque, comme si on lui demandait de se couper les 2 bras, par exemple. Cette sensorialité particulière aussi. Est-ce que vous voyez dans la vie des moments ou des cycles ou même... parfois, soit des événements extérieurs, soit intérieurs, par rapport aux hormones, par rapport à je suis enceinte, etc. Des choses, des événements qui aggravent ou qui viennent appuyer clairement sur les troubles du neurodéveloppement ou même sur le haut potentiel d'ailleurs, et qui fait qu'il y avait une espèce de suradaptation jusque-là qui fonctionnait plutôt pas mal, et puis à un moment donné, paf, ça vole un peu en éclats. Ce que vous dites est très juste, c'est que je pense qu'à force, à force de se suradapter, à un moment donné, ça vole en éclats. Et donc, notamment, qu'on soit au potentiel ou double exceptionnel, peu importe, si vous vous suradaptez depuis l'enfance, eh bien, à un moment donné, je veux dire, c'est un peu inéluctable, ça va finir un peu en burn-out. Et à ce moment-là, le burn-out, il n'est pas uniquement pour des raisons d'épuisement, il est pour des raisons d'épuisement, mais il est aussi le moment de se remettre en question et de repartir en phase avec soi-même, finalement. C'est un peu l'indicateur que vous étiez à l'envers de vous-même jusque toutes ces années, et que là, c'est le moment de remettre les choses à plat, par exemple. Donc ça on le voit assez régulièrement. On a un questionnement, vous l'avez dit, mais qui est peut-être pas lié seulement à ces personnes-là, mais c'est la maternité ou la paternité, c'est quand on a des enfants. Et là, les gens se disent, mais je ne peux pas continuer comme ça. Là, j'accompagne une femme qui a fait un burn-out, qui vient d'avoir un petit garçon et qui a craqué. Et en même temps, c'était, je pense, inéluctable, parce qu'avec son mode de vie, elle n'aurait pas pu s'occuper de son petit garçon, par exemple. Donc, c'est aussi le moment de remettre les choses en perspective pour avoir une vie qui lui corresponde mieux. Et donc, on a effectivement cet aspect, à un moment donné, qui est de prendre la responsabilité, d'avoir charge d'âme. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que vraiment c'est dans cette direction que je vais l'accompagner? Qu'est-ce que si? Et donc, il fait vraiment un peu déclencheur et catalyseur d'une remise en question, par exemple. Vous parlez d'ailleurs dans votre ouvrage de ces parents-là. Oui, c'est vrai, parce que c'est assez frappant. C'est assez frappant. Ou même, des fois, ils n'ont pas encore leur enfant, que déjà, ils sont là à se questionner. Et je ne dis pas que ce ne sont que des hauts potentiels qui font ça, mais
eux, c'est assez fréquent. Et puis sinon, oui, c'est vraiment la fatigue. Moi, je pense à une jeune femme que j'accompagne qui est dans le spectre de l'autisme, qui a beaucoup de troubles associés, qui est haut potentiel également, mais elle n'en peut plus. Sa vie est une lutte permanente, finalement, pour rentrer dans les cases, pour essayer de s'ajuster, de faire ce qu'elle a à faire. C'est énergivore à un point épouvantable, et elle est fatiguée, elle n'en peut plus. D'ailleurs, qu'est-ce qui craque en premier ? Est-ce que c'est le système émotionnel, le système nerveux ? Enfin, on sait bien que tout ça, c'est lié, évidemment. On n'est pas des êtres dissociés avec des organes dans une case, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a un système, si on voit des plombs qui sautent, ou quelque chose qui fond, il y a quelque chose qui ne va plus, quoi. Je pense que tout ça mélangé. C'est probablement pas systématique, hein, mais je pense que c'est le système émotionnel qui lâche en premier. Je pense que c'est ça, je l'ai observé à plusieurs reprises, effectivement, des gens qui un peu ont masqué leurs émotions pendant des années, et pour faire ce qu'il y avait à faire, pour avancer, etc. Ils se sont même un peu coupés émotionnellement. Complètement. Et à un moment, ça tient plus. C'est vers. Est-ce qu'il y a des âges un peu caractéristiques ? On a parlé de grossesse ou de devenir parent. Oui, alors c'est trentenaire par là. Oui. Trentenaire, et puis ensuite trentenaire, peut-être... voire plus tard. Si... On a des gens qui vont jamais craquer, ou qui vont pas forcément se remettre en question de la bonne façon et qui vont recraquer. Oui. Je pense, moi, j'accompagne quelqu'un qui est médecin, qui a fait un burn-out, qui a été accompagné, qui est reparti sans rien changer à l'identique, donc qui a fait convalescence, qui est reparti, qui a fait 2e burn-out, qui est reparti à l'identique, qui a fait 3e burn-out. Et là, je pense qu'on est obligé de se dire... Et puis on sait que ça laisse pas indemne. En plus, les burn-out, il y a des traces qui restent. Il va peut-être falloir modifier un petit peu quelque chose dans votre perception de vous-même, dans votre perception de ce que vous voulez apporter au monde, de ce que vous voulez faire de votre vie, finalement, et pas repartir en permanence à l'identique. Donc cette personne a, je sais pas, entre 45 et 50 ans. Oui. Quelque chose comme ça. Cette double exceptionnalité, pour vous, elle est plus souvent quand même une souffrance ou pas forcément ? Ou ça dépend vraiment des personnes et de l'éducation, de plein de choses. On sait qu'il y a tellement de facteurs. En fait, ça dépend, vous l'avez dit, il y a plein de facteurs. Et c'est pas forcément source de souffrance si vous faites avec depuis tout petit, finalement. Si vous avez appris à grandir avec. Et quand vous parlez des facteurs environnementaux, effectivement, on a une part génétique. On sait, le trouble de l'autisme, par exemple, j'en parle beaucoup parce qu'il est beaucoup documenté et il y a beaucoup de recherches en ce moment. Il y a plus de 200 gènes qui ont déjà été identifiés. Par exemple, donc oui, c'est beaucoup. Et si on prend, entre guillemets, le gène de l'intelligence, on sait qu'il y a une composante héréditaire, mais il y a une composante environnementale. Et par exemple, ça va être bridé à hauteur de à peu près, je crois, 60% par l'environnement. Donc si vous grandissez, ce qui est vrai à peu près pour tout d'ailleurs, si vous grandissez dans un environnement où on vous aide à être qui vous êtes finalement, ben, ça va aller. Si vous grandissez dans un environnement qui vous bride, c'est là où ça va être beaucoup plus compliqué derrière finalement. Sachant qu'on voit, en tout cas chez les neuroatypiques, souvent ils sont dans des familles plutôt neuroatypiques. Ils vont vers des personnes plutôt neuroatypiques. Et donc finalement, quand ils découvrent que d'autres sont pas comme eux, ça peut être aussi très confrontant. C'est très confrontant. Je rebondis juste une seconde sur ce que vous avez dit. Oui, effectivement, ils sont souvent dans des familles de neuroatypiques parce qu'il y a cette composante héréditaire. C'est pas pour autant que les parents, par exemple, le savent eux-mêmes. Ça, bien sûr. Voilà. Et que de ce fait, moi, je vois souvent des enfants dont les parents ne le savent pas. Et qui ont contraint leur enfant dans la direction neurotypique, finalement. Disant, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Et à un moment, ça vole un peu en éclats. Alors que pour eux-mêmes, peut-être, ça a été compliqué en réalité. Peut-être, et peut-être qu'eux, ils ne l'ont jamais su, ça a été compliqué. Ils se disent, enfin, je ne jette pas la pierre, évidemment, ils font tout ce qu'ils peuvent pour leur enfant, ils essayent de dire, c'est comme ça qu'il faut faire. Et parce que les enseignants disent ça, le système dit ça, donc on nous dit, il faut faire comme ça. Donc on fait comme ça. Et donc là c'est compliqué, c'est source de souffrance, par exemple, effectivement. Effectivement. Mais donc sinon, effectivement, venant au monde dans des environnements neuroatypiques, quand vous leur dites « ton voisin ne fonctionne pas comme toi », effectivement, là, ils tombent un peu de leur chaise. Et c'est vrai, pendant longtemps, et moi-même, j'ai fait ça, j'accompagnais les gens en leur expliquant, en leur décryptant leur propre fonctionnement. Et je me suis rendu compte qu'il manquait cette composante. Mais c'est qui un neurotypique ? Alors évidemment, on fait un portrait robot, c'est assez stéréotypé, parce qu'il n'y a pas un neurotypique, pas plus qu'il y a un neuroatypique. Oui, puis vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que ça existe vraiment un neurotypique ? C'est un continuum, finalement, donc ça n'existe pas. Mais pour poser les idées à un moment donné, eh bien, tout simplement, vous prenez par exemple les caractéristiques du test de QI, vous prenez les caractéristiques du même test de QI pour quelqu'un qui aurait un QI de 100, il y a des questions de vocabulaire, de mémoire, de machin. Donc, vous dites, le neurotypique, il fait ça, le haut potentiel, il fait ça. Vous faites le contraste, par exemple. Oui. Et vous leur dites aux gens, ils disent, mais non, absolument pas. Là, c'est une blague.
Ils n'ont pas du tout cette idée que des personnes, encore une fois, entre guillemets, neurotypiques, fonctionnent comme ça, et pas comme eux. Et voilà, mais on a des exemples comme ça. Par exemple, moi, un exemple que j'aime bien, c'est sur la sensorialité. Et on a des questionnaires qui ont été élaborés par des chercheurs. Vous en avez d'ailleurs dans votre ouvrage. Exactement. Et il y en a un qui vous dit, si je vous mets 3 rondelles de jus de citron dans un verre d'eau, et je vous le fais boire les yeux fermés, est-ce que vous percevez la différence avec un verre d'eau sans 3 rondelles de citron? Alors évidemment, en général, les gens disent, attendez, c'est beaucoup quand même. Mais ça veut dire que cette question qui a été retenue, élaborée par des chercheurs et retenue, c'est qu'elle est discriminante, elle est pertinente, qu'il y a des gens qui répondent non. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a des gens, vous leur mettez 3 rondelles de citron, c'est pas rien. Et le test existe, la question existe, je ne l'ai pas inventé. Ouais. Ça veut dire qu'ils vous répondent non, je ne sens rien. Et là, vous vous dites, mais mon voisin, ah oui, mais quand je lui fais un cocktail et que je lui mets un demi-citron, il sent pas. Mais c'est pour ça qu'il me crie dessus en disant que mon cocktail n'est pas bon, par exemple. Et donc, et à l'inverse, le gars qui sent pas le citron, il va vous en mettre 4 ou 5 rondelles en disant c'est super sympa. Parce que moi, et là, vous dites, mais c'est pas buvable. Donc, rien que de savoir ça, ça change la vie finalement. Moi, je raconte de temps en temps, mais c'est assez personnel, mais que je pensais que j'entendais mal. Et donc, parce que dans des environnements bruyants, je faisais répéter. Donc, parfois, des amis d'enfance me disaient « Ah, professeur Tournesol, machin ». Et j'ai découvert que j'étais hyperacousique. Et voilà. Donc, c'est le problème de l'hyper. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... c'est ça. Ça fait presque, ça peut donner l'impression de faire l'effet inverse. Exactement. Ouais. Et on n'imagine pas que les autres ne perçoivent pas autant de sons, par exemple. C'est ça. Et ne soient pas dérangés et que votre attention est captée, vous entendez. En même temps, c'est une super qualité d'entendre tout ce qui se passe. Dans mon métier, j'entends très bien votre voix. C'est un atout. Exactement. Donc ça, c'est parfait. Mais revenons peut-être aussi aux évaluations. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, Béatrice Millettre, peut-être qu'on partagera pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose un de vos questionnaires. Bien sûr. Voilà, pour avoir un petit exemple de ce que vous proposez aussi dans votre ouvrage. Est-ce qu'il est important de se faire diagnostiquer, sachant qu'on connaît aussi les déserts médicaux en France, donc ça peut être un parcours du combattant. Ça l'est, oui. Donc on en tient compte malgré tout, mais de savoir en fait si on a un trouble déjà du neurodéveloppement, si on est HPI, est-ce que c'est intéressant de le savoir si ça va pas? Et sinon, si on est finalement assez bien adapté, c'est pas très grave. Si tout va bien, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément utile de le savoir. Et si tout va bien, normalement, on pose pas de diagnostic en même temps. Comme je disais tout à l'heure, il faut que ça ait un impact en même temps sur la vie. Mais je pense, oui, c'est important d'être diagnostiqué. Alors, moi, des fois, on me fait reproche de mettre des étiquettes. Et en fait, je mets des étiquettes pour s'en abstraire. C'est que, par exemple, pour des personnes au potentiel, quand moi je les reçois, je connais le test de QI par cœur, je connais les caractéristiques. Pour moi, j'ai pas de surprise. Vous les repérez d'ailleurs, sans même avoir les tests? Oui, en discutant avec eux, parce que je sais les questions qu'il faut aller poser pour chercher les caractéristiques, le machin, les trucs. Donc, à peu près, oui. Quand ils viennent dans mon bureau, dans mon environnement personnel, je me pose même pas la question, j'interagis avec les gens, et puis c'est tout, quoi. Donc, bien sûr. Mais quand on vient... fermer le filtre. Oui, je fais, exactement. Ouais. Mais sinon, oui, effectivement, c'est pas très compliqué de reconnaître les gens. Donc, il y en a un qui me dit, je fais confiance à votre expertise et j'ai pas besoin de passer le test, par exemple. Donc, on parle pas de diagnostic, mais de dépistage, parce que c'est pas une pathologie. Et d'autres qui me disent, oui, mais j'en ai besoin. Pour accepter moi-même que je peux fonctionner en adéquation avec moi-même. Donc pour moi, le test, si vous voulez, de HPI, et c'est pareil pour les diagnostics, c'est ce qui ouvre des portes. C'est pas ce qui enferme. C'est pas une fin en soi. Ça m'ouvre la suite des événements. Ça me permet d'accepter que ce que j'ai toujours perçu comme étant mon fonctionnement, c'est le bon, je peux m'appuyer dessus. Je vais le faire en conscience, en connaissance de cause, pour aller plus loin, finalement. Donc c'est le seul objectif de faire un diagnostic. Et ça veut dire, ce que je suis en train de dire, il faut partir des besoins des gens. Là, j'ai reçu par exemple des parents avec un petit garçon de 4 ans, que je n'ai pas encore vu, en me disant, on pense qu'il est autiste. Alors, je vous passe tous les détails, mais il y a cette question qui est venue à un moment donné, qui était pour eux très importante, parce qu'ils mettaient un quart d'heure avec les chaussures pour aller à l'école. Parce que les chaussettes lui font mal. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Et il me disait, alors je vous fais un raccourci, c'était pas juste comme ça, il n'y a pas que cet élément évidemment dans notre entretien, mais de dire, qu'est-ce qu'on fait? On a besoin du diagnostic. Et là, j'aurais dit, le diagnostic peut-être, mais c'est pas pour les chaussettes que vous en avez besoin. Les besoins de votre enfant, c'est qu'il a mal aux pieds avec ses chaussettes. Donc ça veut dire déjà, vous les mettez à l'envers, parce que la couture, on est d'accord, ça fait mal dans certaines chaussettes, ou ça peut faire très mal. Donc vous les mettez à l'envers, vous achetez des chaussettes sans couture, enfin vous tenez compte de son besoin. Et alors ça peut paraître très simpliste dit comme ça. C'est pas le diagnostic d'autisme qui va leur dire qu'est-ce qu'on fait des chaussettes pour mettre les chaussures en plus rapide qu'un quart d'heure, par exemple. Oui, bien sûr.
Oui, ça paraît tout à fait simple comme ça, et on peut élargir ça partout. Le diagnostic est bien et utile, mais encore une fois aussi pour aller au-delà et pour pas utiliser des mauvais outils, par exemple. Par exemple, un haut potentiel n'a pas un trouble de l'attention. Mais de l'extérieur, quand je disais tout à l'heure qu'on peut avoir son attention happée, il y a une voiture qui passe et hop, je suis partie. Si vous êtes sur votre dossier en train de travailler et hop, d'un seul coup, pouf, vous êtes parti sur la rue, sur l'oiseau qui passe, sur machin, vous n'allez pas vous concentrer. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, à ce moment-là, on va bloquer les canaux sensoriels. Vous mettez un brûle-parfum, parce que si vous sentez le gâteau au chocolat que votre maman, vous faites vos doigts, est en train de dire « Ah, mon gâteau, il est devoir et machin », et hop, vous êtes parti. Plus les oiseaux, les voitures, les machins. Donc, on met un brûle-parfum, comme ça, le gâteau, on ne le sent pas. Vous mettez de la musique, pas que vous voulez écouter à tue-tête, évidemment, mais parce que ça bloque un canal attentionnel que vous connaissez par cœur, et donc ça vous oblige à rentrer dans le devoir, etc. Et puis il y a des playlists qui sont faites pour ça. Je pense, moi, il y a une chaîne que j'aime beaucoup qui est Lofi Girl, parce qu'en fait, c'est des musiques de concentration, mais qui sont ni des trucs perchés, ni des trucs, voilà, et qui permettent vraiment de... Oui, alors vous pouvez aussi mettre une musique que vous connaissez par cœur, et comme ça, vous l'écoutez pas. Ouais. Non, il y a plein de trucs comme ça qui marchent et qui, si on ne faisait pas ça, eh bien, par exemple, on pourrait, par exemple, un enfant au potentiel. Pourquoi aussi on peut dire trouble de l'attention ? Parce qu'il y a cet aspect-là, mais un enfant au potentiel a une plus grande mémoire et va plus vite. Ce qui veut dire qu'à l'école, si un enfant neurotypique a besoin de cet intervalle de temps, le haut potentiel a besoin de ça. Donc, une fois qu'il a fini, il faut bien qu'il meuble. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Et comme son cerveau a faim, en plus. Oui, et puis voilà. Comme il s'occupe, donc il regarde par la fenêtre, il gribouille, il dessine, il embête le voisin, parce qu'il ne sait pas que le voisin, lui, il n'a pas fini. Et de l'extérieur, on se dit trouble de l'attention, par exemple. Donc c'est très important, parce qu'à ce moment-là, on ne va pas le médicamenter. Oui. Non pas qu'on médicamente tous les enfants qui ont un TDAH, mais par exemple, c'est fondamental pour ces raisons-là. Et sauf s'il y a une comorbidité, effectivement, d'anxiété ou de dépression. Tout à fait. Moi, j'ai un jeune que j'accompagne, il est au potentiel et TDAH, il est médicamenté. Et il va très très bien, il va beaucoup mieux depuis qu'il est médicamenté, par exemple. Donc, ce qui est quand même aussi rassurant dans ce cas-là, c'est qu'on se dit que le haut potentiel est quand même aussi une chance. Quelque part, par rapport à ce trouble du neurodéveloppement, il a quand même une partie qui fonctionne quand même assez vite et qui compense malgré tout. Alors, est-ce que ça, c'est une chance ? Oui, c'est une chance. Alors, là, des fois, je suis un peu jésuite, excusez-moi, mais... Non, mais c'est très bien, au contraire. Puis je pose des questions aussi qui permettent de... Ça veut dire que la compensation, à un moment donné, c'est fatigant. Oui, on revient dessus, oui. Voilà. Et que, effectivement, les forces du haut potentiel vont permettre de gérer les difficultés. Et ça veut dire qu'il faut s'appuyer sur les forces, non pas pour compenser, mais pour aller dans la direction des atouts et en faire quelque chose de mieux. Et l'exemple que je prends et qu'on prend tous finalement sur la dyslexie, un enfant au potentiel dyslexique, on ne va pas l'accompagner pareil, comme je le dis depuis tout à l'heure d'ailleurs. Donc un enfant dyslexique, entre guillemets, de manière traditionnelle et simpliste, on va lui donner des mots plus faciles à lire, écrits plus gros, et un manuel avec plus d'images et moins de mots et des dictées à trop, enfin, voilà, par exemple. Donner à un enfant au potentiel un mot qui sait lire depuis qu'il est à la grande section, ou qu'il connaît, vous lui donnez juste des petits mots à lire, alors que lui, il a une appétence pour les histoires, pour la complexité, etc. Eh bien, d'accord, un dyslexique va pouvoir lire le mot. Il est capable de lire, je sais pas quoi, poule ou ce que vous voulez, mais il va pas le faire parce que ça n'a pas d'intérêt. Et donc, à ce moment-là, donnons-lui des métaphores, des poèmes métaphoriques, avec des mots très simples, poule, banane, ce que vous voulez, enfin des mots très très simples, mais en lui disant d'aller chercher le sens qui est caché dessous, d'aller chercher la complexité. Et là, il va rentrer dans la lecture. Donc finalement, on reste sur des choses très simples, mais qui sont très complexes en même temps. Et on n'est pas du tout sur le même outil, par exemple. Et donc, c'est ça, quand je dis qu'il faut s'appuyer sur les forces, parce que sinon, effectivement, le haut potentiel, il va compenser la difficulté de la dyslexie. Il sait lire les mots, il va les lire, mais il ne va pas le faire parce que ça lui casse les pieds. Mais il peut lire, il peut le faire. Intéressant. D'ailleurs, je fais une petite aparté. Je pense à Béatrice Sauvageau, qui est spécialiste des 10 en France, que j'avais reçue dans cette émission. Donc, si en tout cas, l'aspect des 10 vous intéresse, elle a aussi élaboré une méthode assez extraordinaire avec... des lettres qui sont dédiées aux dyslexiques, et c'est fou de voir comme si on n'est pas dyslexique, on ne comprend rien, et eux lisent ça couramment, alors que pour tout à chacun, ça peut sembler être des hiéroglyphes. C'est assez spectaculaire. Oui. On avance bien dans notre émission, là, on commence à savoir plein de choses. Quand on parlait du diagnostic, justement, c'est des diagnostics qui durent à peu près combien de temps, puisqu'on était un peu sur ce sujet-là. Qui peuvent poser ces diagnostics pour que ce soit... Parce que sinon, on est dans une ère où, en plus, avec les réseaux sociaux, tout le monde se dit « j'ai un trouble du neurodéveloppement », etc. Comment être sûr, finalement, que ce soit fiable ?
Ce sont plutôt des psychologues, ce sont plutôt des Non, psychiatres. alors moi je pense que, alors comme vous l'avez dit, on est quand même dans un parcours du combattant. Il faut quand même signaler que le gouvernement a mis en place un plan pour lutter et mieux prendre en compte les troubles neurodéveloppementaux. Ce qui veut dire que normalement, mais ce n'est pas le cas parce qu'ils ne le savent pas tous les médecins, pas que pédiatres, mais tous les médecins doivent procéder à l'examen des signes d'appel des troubles du neurodéveloppementaux à chaque fois qu'ils reçoivent un enfant. Ils ont des cahiers pour ça. Donc tous ne sont pas au courant. C'est pour ça que je dis normalement, mais tous ne le savent pas. Et qu'à ce moment-là, quand on a des signes d'appel, on renvoie vers les plateformes d'orientation qui sont identifiées qui sur Internet. Voilà, vous avez des plateformes qui ensuite, en fonction de votre domicile, des signes d'appel, etc., vous renvoient vers un professionnel habilité à poser les diagnostics. Donc, c'est quand même le parcours du combattant, mais il faut aller dans des structures qui sont vraiment expertes et pas aller chez le psychiatre du coin, chez le psy du coin, parce qu'effectivement, on peut se dire le trouble de l'attention, si vous voulez, par exemple, on a des questionnaires, c'est le questionnaire de Conner, on en a plein. Voilà. Vous cochez les cases. Au bout de 10 cases cochées, vous avez... mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ouais. C'est pas suffisant, donc il faut aller, par exemple... Moi, j'ai vu des parents ressortir comme ça d'une séance d'1 heure et de dire « Ah, mais mon enfant », et puis d'être un peu effaré en disant « Pourtant, je connais d'autres personnes pour qui ça a été 6, 7, 8 séances, 10 séances pour arriver à quelque chose. Et encore, parfois... Exactement. Donc, on peut... Le plus efficace, mais c'est contraignant. Moi, j'ai plusieurs jeunes qui ont fait ça. Alors, c'est de l'hospitalisation 2 jours. Sur 15 jours d'hospitalisation dans les centres pédiatriques, neuropédiatriques, où ils font toute une batterie d'examens, ils observent les jeunes. Enfin, voilà, c'est 15 jours quand même d'hospitalisation. Là, on est quand même un peu plus sûr. Oui. Et pour les adultes, parce que là on parle des jeunes, mais effectivement adultes, pour les adultes, parce que comme le problème, il y a cette compensation, cette hyper compensation dont on a parlé, et puis qu'après ça sautonnait. Oui. Il y a beaucoup d'adultes qui peuvent se retrouver en détresse aussi entre 40 et 60 ans, parce que la charge fait qu'on n'y arrive plus. Exactement. On n'a pas, si vous voulez... Alors moi, quand je reçois des gens comme ça, par exemple sur le trouble du spectre de l'autisme, je veux bien faire dépister un peu les signes d'appel. Voilà. Il y a votre standard qui va sonner là après l'émission. Non, mais j'ai pas fini. Je veux bien les signes d'appel, mais je ne pose pas le diagnostic. Je renvoie systématiquement au centre hospitalier de diagnostic de l'autisme parce que eux, ils font ça toute la journée. Ils ont les compétences, ils ont l'expertise, ils ont le recul, ils ont. Voilà. Moi, je ne veux pas faire ça pour tout un tas de raisons. Mais eux, ils ont l'expertise. Et notamment à la Salpêtrière, par exemple, à Paris, au service de troubles de l'autisme, ils disaient, peu importe, à un moment donné, ils disaient, on reçoit 50% des gens qui viennent à la consultation de dépistage sont au potentiel et pas autistes. Donc, ils ont aussi cette connaissance de la double exception et ils savent dire un peu la différence entre les deux. Donc, pour les enfants, pour les adultes, il faut aller impérativement dans ces centres de diagnostic parce que c'est leur travail, ils font ça tout le temps et ce sont les mieux outillés. Oui. Alors, évidemment, il y a de l'attente, etc. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, quand on n'a pas forcément envie d'aller jusqu'au diagnostic, qu'on se ressent un petit peu dans tout ce qu'on a décrit ou qu'on sait déjà des choses, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement pas arriver au moment où on n'en peut plus et on pète un plomb? Et pour justement mettre en place des stratégies, vous en avez un petit peu esquissé tout à l'heure des solutions. Voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il y a plein de choses à faire, si vous voulez. Il y a plein de choses parce que comme on met des lunettes quand on voit plus clair, on peut mettre en place des stratégies. Donc ça veut dire des stratégies d'ajustement à la vie en société. Il y a d'abord, je pense que fondamentalement, il faut décoder qui vous êtes et qui sont les autres aussi, pour savoir ce que sont les attendus. Et il faut apprendre aux gens, parce que les gens, et on a des sondages qui nous le disent par exemple en entreprise, quand on est neurodivergent en entreprise, il y en a une majorité qui ne veulent pas sortir du placard. Parce qu'ils ont peur des conséquences. Ils se disent, ça va servir à rien, on va me mettre à la porte, etc. Enfin, voilà. Donc, ils ne veulent pas le dire. Et donc, il y a tout ce travail aussi avec eux. Alors, pas forcément de dire les choses ou de les dire autrement, de tabler sur certaines singularités et pas sur toutes. Par exemple, moi, pour les hauts potentiels, je leur dis, parce que j'en vois qui me dit, je vais aller voir mon patron et je vais lui dire, je suis HPI, vous allez faire des aménagements. Je dis, non, vous pouvez pas dire ça quand même. Enfin, peut-être oui, mais globalement, je suis pas bien sûre. Mais vous pouvez dire que vous avez plutôt une intelligence intuitive, par exemple, et que ça explique que dans telle circonstance, vous ayez la fin et pas le début, etc. On peut trouver comme ça un petit peu des chemins de traverse, aussi en fonction des interlocuteurs, par exemple. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi
accepter qui on est, donc l'avoir connaissance, l'accepter et l'assumer, c'est-à-dire d'être capable d'en parler et de dire à vos amis, écoute, oui, moi là, venir au restaurant, il y a trop de bruit, donc je veux bien, je viens pour l'entrée, ou je bois l'apéro et après je pars, ou je pars avant le dessert, parce que sinon ça va faire trop. Et les amis s'en fichent puisqu'ils vous aiment, donc... c'est encore une fois un peu saplisse parce que c'est pas si simple, mais je veux dire, il y a des aménagements de cet ordre-là à pouvoir faire, ou quand les personnes ont des singularités alimentaires, par exemple, moi je pense à un monsieur, il mangeait que du blanc. Qui est que du blanc, il ne pouvait pas manger autre chose. Bon, mais à un moment, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Après, on peut arriver dans... faut l'expliquer. C'est ça. Enfin, faut en faire quelque chose. Faut pas juste se dire, parce qu'il sortait jamais de chez lui, finalement. Après, on peut tomber dans des situations où parfois un peu caricaturales. Je me souviens de quelqu'un, moi je suis sortie du monde de l'entreprise il y a plus de 25 ans, mais qui m'expliquait qu'il était dans une réunion récemment où chacun était un peu arrivé avec son atypisme en demandant aux autres de l'accueillir, et au bout d'un moment, ça peut être un peu aussi un peu lourdingue, quoi. Oui. Parce qu'on se dit, ok, mais voilà, oui, on est tous différents, et donc... est-ce que celui qui a plus ceci que cela va faire valoir... C'est complexe, en fait. Hein. C'est très complexe. Et vous voyez le genre de situation, mais je vois bien, parce que j'interviens aussi en entreprise. Oui. Donc vous en parlez, d'ailleurs. Je fais de la sensibilité, j'essaie de faire des conférences, des ateliers, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas assumer, ne veut pas dire vous arrivez avec votre panneau comme à la manif. C'est pas ça ce que je veux dire. Assumer, pour moi, c'est je sais comment je fonctionne, je sais comment vous fonctionnez, et donc de ce fait, je peux faire les ponts entre les deux. Avec des moments où je vais le dire, des moments où je vais pas le dire, des moments où je vais prendre sur moi, des moments où l'autre va faire un pas vers moi et pas tout le temps. Donc c'est vrai que la neurodiversité en entreprise, c'est compliqué. On sait qu'une équipe, par exemple, multiple, avec des neurodivergents et des neuroatypiques, va gagner en efficacité jusqu'à 150%. Donc c'est bien pour l'entreprise. Mais effectivement, quand chacun arrive en disant « moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ça, moi je suis ça », à un moment, on ne peut plus rien faire. L'entreprise n'est pas quelque chose d'altruiste. Il faut s'adapter, mais évidemment, avec l'objectif de résultat derrière. Donc on ne peut pas comme ça faire des rondelles de saucisson de tout le monde. Il faut que ça vienne de chacun. Et souvent, les collaborateurs neuroatypiques attendent tout des neurotypiques. Et je peux vous dire, l'autre fois, j'étais à une table ronde il y a 15 jours, quelque chose comme ça, et à un moment donné, donc il y avait des gens neuroatypiques, des collectifs de neurodivergence, etc. Et je leur dis, mais vous savez, il y a quand même une catégorie qu'on oublie tout le temps. Ils disent, ah bon, lesquels? Dans les neuroatypiques? Mais j'ai dit les neurotypiques. Il me dit, en quoi ils sont divergents? C'est la diversité cognitive dont on parle. Donc ils sont aussi différents de vous que toi, mais ça, ils sont divergents, ils ont leur singularité aussi, et on ne peut pas les oublier en route. Peut-être que si on était dans le truc inversé, 80-20, ce serait eux les... Mais exactement, tout à fait. Tout à fait. Et cette femme, après, m'a dit, ah mais tu as raison, je n'y ai jamais pensé comme ça. Et donc, effectivement, c'est un collectif, c'est tous ensemble, finalement. Et ce qu'on demande, en fait, dans les choses de neurodiversité, comme pour les enfants à l'école, c'est le regard. Parce que je reprends mon exemple d'intuition mathématique. Si l'enseignant perçoit que l'enfant sait le résultat, il vient de quelque part. C'est que dans son cerveau, il y a des connaissances de mathématiques qui l'ont permis d'avoir ce résultat juste, finalement. Donc, au lieu de lui dire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, on peut reconnaître que ça fonctionne, puisque ça fonctionne. Et ensuite, l'accompagner petit à petit pour qu'il puisse aller chercher des étapes quand c'est nécessaire. Et quand c'est pas nécessaire, on le laisse comme ça. Donc, c'est le regard aussi qui est important. Un collaborateur qui est à la machine à café, qui baille au cornet, qui ceci, d'accord, peut-être il fait pas son boulot. Mais si au final, son boulot, il est fait en temps et heure, on s'en fiche. Bien sûr. Donc, plutôt que de regarder le cheminement, et je crois que c'est ça qui est important dans tout ce qu'on dit, c'est d'accepter les gens dans leur singularité, c'est-à-dire parce que les résultats sont là, ça fonctionne. Donc, puisque ça fonctionne, pourquoi on va chercher des points? C'est pas la peine. On approche de la fin de cette émission, peut-être vous entendre un peu plus sur les super pouvoirs, justement, de cette double exceptionnalité, parce qu'il y en a. Enfin, oui, il y en a, mais bien sûr. Et c'est ça aussi, ce qu'on parle de neurodiversité, ce que réclament haut et fort les gens dans la neurodiversité, c'est de dire, mais on a des pouvoirs. Donc, ils ont des pouvoirs, ils sont... qui peuvent aussi, en même temps, être des handicaps, mais ils ont un super vocabulaire, ils ont une précision du vocabulaire. Pourquoi je dis ça peut être un handicap? Parce que quand un mot est un mot et que vous n'employez pas le bon, là, vous les perdez. Vous risquez de les perdre. Dans des recrutements, par exemple, le double exceptionnel, vous lui mettez, bien parler anglais, il postule pas. Je suis pas bilingue, je peux pas, j'y vais pas. Mais oui, mais en fait, tu parles très très bien anglais, ça va. Non, je suis pas bilingue, j'y vais pas. J'ai pas assez appris. Donc il y a cet écueil-là, par exemple, et c'est une super qualité en même temps parce que ça veut dire la justesse, ça veut dire l'équité, ça veut dire la probité. Ce sont des gens qui sont souvent très investis.
qui parfois les conduisent au burn-out parce qu'ils sont très investis et qui ne comprennent pas pourquoi tout le monde ne l'est pas autant. On veut leur demander un truc, ils le font. Et même s'ils ont une charge de travail énorme, ils continuent de le faire. Et ils ne comprennent pas pourquoi les autres ne font pas pareil, par exemple. Donc ça, c'est des super pouvoirs. Ils sont créatifs, ils sont fiables, ils sont généreux. Alors ça peut paraître un peu idéaliste ce que je raconte là, c'est le portrait robot aussi, mais ils ont des valeurs, ils sont humains, ils sont tournés vers les autres, ils ont de l'empathie, ce qui est aussi une sacrée cochonnerie, l'empathie parfois aussi. Mais voilà, ils ont ces super pouvoirs-là. Parce que c'est une porosité au monde qui n'est pas toujours évidente. Exactement. D'ailleurs, je crois que c'est dans votre ouvrage précédent que j'avais lu, et je vous avais cité, alors vous allez me dire si c'est bien vous dans d'autres émissions, certaines personnes qui découvrent cette double exceptionnalité, ou soit l'un d'ailleurs, soit l'autre, s'aperçoivent que ce qu'ils pensaient être des traits de personnalité, des traits de caractère, sont en fait des attributs d'un trouble ou d'une exceptionnalité. Et ça peut être une découverte particulière quand même dans un cheminement. Oui, tout à fait. C'est vous qui dites ça, je crois. Je ne sais pas si je l'ai dit comme ça, mais si c'est pas moi, on dit à peu près tous la même chose quand on travaille sur ces sujets-là, de toute façon, et peu importe. Mais oui, effectivement. Genre, je croyais que c'était moi, et en fait, oui, bien sûr, c'est soi. Oui, c'est soi aussi, ça, parce que c'est... Bien sûr, tout ça, c'est mélangé. Tout ça, c'est mélangé, c'est toutes ces couleurs mélangées, et on ne peut pas extraire le pigment. Et en même temps, on coche des cases. Et en même temps, on coche des cases, effectivement. Mais oui, c'est une grande surprise, parfois, de découvrir que tout ça, c'est des traits de fonctionnement et pas des traits de personnalité. Mais bien sûr, par-dessus se greffe la personnalité. Je viens vous dire, de vous dire que les personnes doubles exceptionnelles sont gentilles, altruistes, généreuses, ouvertes d'esprit, etc. Moi, j'en reçois, j'ai juste envie de les jeter par la fenêtre, tellement ils sont fermés d'esprit. Donc, c'est pas systématique non plus, quand même. Il y a le caractère qui vient par-dessus. Les chemins de vie, etc. Alors, je jette jamais les gens par la fenêtre. Oui, je ne veux pas jeter vos patients par la fenêtre. Non, du tout. Je suis là pour les aider, les accompagner. Mais je caricature en disant qu'effectivement, des fois, ils ne sont pas tous d'un côté, et il y en a qui sont de l'autre aussi, finalement. C'est pas... Parce que tout ça est un vaste mélange entre les chemins de vie, la personnalité, les aspirations, le caractère, la personnalité, la culture, la structure mentale, cognitive, la culture, etc. Et si vous venez d'une autre culture, on n'a pas... Par exemple, j'accompagne des personnes qui sont d'origine chinoise, leur rapport aux études, par exemple, n'est pas la même, notamment pour leurs enfants quand ils sont au potentiel. Leur rapport n'est pas du tout le même. Le rapport à l'instruction, on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Puis quand on parle de la culture, je pense évidemment à Cyrulnik qui est venu en parler plusieurs fois longuement. C'est vrai qu'il y a aussi, est-ce que j'apprends à penser par moi-même, etc. Enfin, on peut tirer des fils. Exactement, et c'est vrai que les hauts potentiels comme les doubles exceptionnels sont plutôt des libres penseurs, ce qui parfois joue des tours aussi, effectivement, aux enfants comme aux adultes d'ailleurs. Absolument. Eh bien, c'est une très bonne conclusion. Merci infiniment, Béatrice Millettre, d'être venue échanger autour de ce sujet de la double exceptionnalité, ces enjeux. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Doublement exceptionnel, paru aux éditions Marabout. Rappelez-nous aussi le titre peut-être de votre ouvrage précédent, c'était HPI ? Alors, le précédent... Le bleu, là. Le bleu, c'est HPI, l'encyclopédie. Voilà, c'est ça, c'est à celui-là que je pensais. Le dernier s'appelait, qui est sorti à l'automne... Comment gérer les gens, entre guillemets, normaux quand on est au potentiel. C'était le manuel inversé de décodage des neurotypiques pour les neurodivergents. Voilà, vu de l'autre bord. De l'autre rive. Exactement. Voilà, je rappelle que vous êtes docteur en psychologie. Et puis, comme on l'a dit, peut-être pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose, on mettra un de vos questionnaires. Voilà, alors encore une fois, ça n'a pas valeur, vous l'avez très bien dit, de diagnostic. Mais ça permet déjà de regarder et puis de se dire, tiens, j'ai envie d'entamer un chemin ou pas. Voilà. Exactement. Merci beaucoup. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.